C'est bon, Fred. Ok. Alors, bonsoir à tous. Nous avons l'honneur d'avoir comme conférencier ce soir le collègue Jean-Audelin Casséus, qui enseigne à l'IUS, mais qui est aussi docteur en urbanisme. Et si mes souvenirs sont bons, il va corriger si je me trompe. Il est docteur en urbanisme à Lyon, à l'université de Lyon. Alors donc, ce soir, il est chargé de nous parler pendant une heure ou plus. Il est chargé de nous parler d'Haïti, hein, le narratif d'Haïti, qui pour lui est une crise dans la crise. Donc, il pourra, comme d'habitude, parler, présenter son travail pendant, disons, une heure, maximum une heure. Et puis, par la suite, on pourra prendre les questions des uns et des autres. Et lui, il répondra aux questions comme d'habitude, comme on fait chaque dimanche. D'accord? Donc, le collègue Jean-Audelin Casséus a la parole et il peut corriger éventuellement les erreurs que j'aurais faites sur son université de Lyon. Tu as la parole, cher collègue. Eh bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez? Parfait. Oui, on t'entend très bien. On t'entend très bien. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Merci Fred. Merci à Dr Providence. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi de participer à cette série. Oui, en fait, je suis doctorant en urbanisme et aménagement du territoire, donc à l'INSA. L'INSA, qui fait partie du consortium de l'Université de Lyon. Donc, l'Université de Lyon, c'est un consortium donc, qui regroupe l'ensemble des universités qui sont sur Lyon donc, et Saint-Étienne. Donc, là-bas, on retrouve l'Université Lyon 1, Lyon 2, Lyon 3, INSA et d'autres institutions d'enseignement supérieur. Justement, je voudrais présenter dans cette session ce sujet qui s'articule autour de la narration. Bon, c'est un prétexte, le sujet pour parler d'un sujet qui me tient à cœur ou un thème qui me tient à cœur depuis un certain temps, depuis ma licence qui est la diplomatie. Il y a quelques difficultés de connexion. C'est la réalité du pays. Quand il va se reconnecter, on va lui demander de ne pas utiliser sa caméra. Peut-être ça va aider. Ah oui. Ouais. Mais il est toujours... Il a toujours la difficulté. Ouais.
Audelain, ton micro est fermé. Et puis, on va couper la caméra, histoire de gérer ta bande passante. Parce que, simplement... Oui, peut-être. Ah ben d'accord. Moi, je pense que ça va bien maintenant. Vas-y. Vas-y maintenant, Audelain, vas-y. Voilà. Donc, je vais commencer par parler de cette crise de narration. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis ma licence, où j'avais fait une licence en sciences politiques, et dans mon travail de licence, j'avais commencé à analyser l'histoire de la diplomatie culturelle, l'histoire des soft power, genre comment on raconte Haïti, comment on présente Haïti, comment on peut vendre Haïti sur la scène internationale pour sortir d'un discours misérabiliste et pour présenter Haïti comme un pays qui n'est pas seulement ce que l'on vend dans les médias. Donc, parler du narratif d'Haïti, et c'est aussi annoncer l'ouvrage qui va sortir bientôt, si je peux me permettre d'en parler, sur la diplomatie culturelle, stratégie et rayonnement international, où j'essaie de parler un peu de cette crise de narration en Haïti, où on vit dans un pays et l'histoire de ce pays, ce qu'on raconte de ce pays, ne reflète pas souvent ce qui est la réalité et ce qu'on vit au quotidien dans ce pays. Et dans un espace comme un salon des entrepreneurs, donc ça a tout son sens, où on ne peut pas vraiment penser à entreprendre dans un pays où on pense à entreprendre dans un pays où la façon dont on raconte le pays, la façon dont on raconte l'espace, la façon dont on présente l'espace en question, c'est un espace toujours en crise et criminogène, comme on pourrait l'appeler, et on dirait qu'il n'y a pas de gens qui vivent ici. Si je parle de ma dernière expérience à l'étranger, tout récemment, et en arrivant à Lyon, quand j'ai commencé à parler aux gens, on dirait que je viens d'un endroit où il n'y a pas de vie, où personne ne vit, où c'est quelque chose, c'est un espace des jeunes, quoi. Et même là encore, je crois qu'il y a une autre philosophie aussi qui se développe autour de cette histoire de la jungle, où ce n'est pas seulement l'histoire chacun contre tous dans la jungle, il y a aussi une histoire d'entraide aussi dans la jungle. Eh bien, voilà en gros l'entrée en matière pour parler de cette crise narrative. Donc, la crise narrative d'Haïti, et si je peux commencer par parler en fait à travers l'histoire d'Haïti, comment on voit cette crise de narration, qu'est-ce qui se passe à travers cette narration d'Haïti, à travers l'histoire d'Haïti déjà, comment ça s'est passé. Donc, on sait que lorsque Haïti a pris son indépendance, et il y avait vraiment, c'était une indépendance qui était très osée. Donc, quand je dis osée, donc c'est une indépendance qui n'avait pas vraiment respecté les règles du jeu de l'époque, les règles du jeu d'alors. Eh bien, c'est une indépendance qui avait dérangé l'ordre des choses à l'époque. Eh bien, c'est là que tout a commencé, où les puissances étrangères d'alors voulaient vraiment à tout prix les puissances étrangères voulaient vraiment à tout prix étouffer cette indépendance, étouffer cette histoire,
pour que cette histoire ne se fait pas connaître à l'extérieur pour déranger l'ordre économique mondial, un ordre économique qui se basait sur l'esclavage. Par là, donc, l'histoire d'Haïti n'a pas toujours été racontée par ceux qui devraient raconter l'histoire d'Haïti. Eh bien, quand ce n'est pas les bonnes personnes qui racontent l'histoire, donc ils racontent ce qu'ils veulent que les gens entendent, ce qu'ils veulent que les gens savent de l'histoire d'Haïti. Et donc, lorsque je parle du narratif d'Haïti, je vais parler de ces points-là surtout. Je vais parler de l'histoire, donc l'histoire d'Haïti, comment l'histoire d'Haïti est racontée, les symboles, comment on nous présente les symboles, à la fois pour nous en tant qu'Haïtiens et pour les étrangers, comment on présente Haïti au niveau de l'étranger. Nos mythes, ce que nous avons comme mythes, comme histoire, et des idées reçues ou construites autour d'Haïti, les récits, donc les récits nationaux, donc les récits haïtiens, donc comment on raconte Haïti, mais aussi c'est aussi l'image qui façonne la perception collective d'Haïti. L'image qui façonne la perception collective d'Haïti, c'est cette image-là que les gens ils reçoivent quand on parle d'Haïti, que ce soit pour un étranger ou peut-être pour un Haïtien. Quand on lui parle d'Haïti, ce qu'il reçoit comme image, c'est ce qui vient à son esprit comme image, c'est ce qui va rester. Et certains pays travaillent beaucoup sur cette question de l'image. En anglais, on parle de country branding, où les pays, ils essaient vraiment de construire une image de leur pays. Et cette image, ça reflète leur pays et ça a beaucoup de retombées pour leur pays. Si je parle de l'histoire d'Haïti, donc on a cette histoire glorieuse, donc la première révolution haïtienne, la première révolution nègre vraiment aboutie, qui était une révolution anti-esclavagiste, anti-colonialiste et anti-impérialiste, donc, et qui a abouti à l'indépendance d'Haïti. Eh bien, cette histoire n'est pas souvent celle que l'on raconte à l'école aujourd'hui. Et pourquoi? Peut-être parce que ceux qui, comme je l'avais dit tantôt, ceux qui écrivent l'histoire, ceux qui racontent l'histoire, ou encore ceux qui racontent l'histoire ne savent pas vraiment d'où ils reçoivent l'histoire qu'ils racontent, et ceux qui ont écrit l'histoire, donc ils l'ont écrit à partir de certaines influences, dont l'influence religieuse, par exemple en Haïti, et la majorité, des écoles en Haïti, donc la majorité des écoles, c'est des écoles chrétiennes, protestantisme ou catholicisme. Donc, lorsqu'on prend par exemple l'histoire du bois caïman, donc un peu l'image qui est sur l'écran illustre un peu cette question. Eh bien, l'histoire du bois caïman, dans une école protestante ou une école catholique, ce n'est pas une histoire qui fait unanimité, ce n'est pas une histoire qui peut se raconter. Donc, cela renvoie à une certaine image que l'Église ne veut pas projeter. Donc, ils ne veulent pas aussi que les enfants qui étudient chez eux donc, sachent que c'est ainsi que la chose s'est passée par rapport peut-être à leur croyance, à leur foi. Donc, donc ça a aussi un effet. Et par là, l'expérience, donc, certaines personnes, donc beaucoup de gens témoignent que donc, leurs enfants parlent d'Haïti ou encore parlent de l'histoire d'Haïti, ils ne sont pas
Audlin a encore une panne d'Internet. Ouais, je crois que ça revient. C'est bon? Vas-y, vas-y. D'accord. Donc, on a parlé, donc l'enfant, on a parlé à un enfant de Dessalines et l'enfant, pour lui, on lui a présenté Dessalines comme quelqu'un de méchant, comme quelqu'un de cruel, de diabolique. Donc, l'enfant ne se sent pas confortable pour parler, pour entendre parler d'un méchant comme son libérateur, comme les pères de son indépendance, tout ça. Donc, tout ça, ça ne vient pas de nulle part, c'est un construit et c'est aussi, ça fait partie de la base du narratif d'Haïti. Un peu plus loin, l'image aussi que l'on nous envoie parfois de nos héros. Donc, cette image, c'est une image de Toussaint Louverture. Donc, je ne suis pas certain qu'on a déjà rencontré une personne avec son visage de cette manière-là. Mais on nous présente cette image comme l'un de nos héros. Et donc, les enfants, bon, ils veulent voir dans leur héros, dans leur histoire, quelqu'un qui leur ressemble. Et à regarder cette image, on ne voit pas vraiment quelqu'un qui nous ressemble. Et est-ce que c'est de manière innocente que l'on nous présente des images de cette manière pour nos héros, pour nos libérateurs, pour ceux qui nous représentent? Donc, ce n'est pas du tout le cas. Donc, il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça. Eh bien, de même que le drapeau, les hymnes nationaux, tout ça, les monuments historiques, les figures historiques, ils sont tous des symboles donc, qui font partie du narratif haïtien. Et lorsqu'on regarde comment on traite nos lieux historiques, lorsqu'on regarde comment on traite Bois Caïman, lorsqu'on regarde comment on traite la place d'Âme des Gonaïves ou encore, et lorsqu'on va à Marchand-les-Salines, on regarde comment on traite nos lieux qui devraient être des lieux sacrés et des lieux historiques. On a le droit de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on veut vraiment qu'on retienne, de quoi voudrait-on qu'on soit vraiment fier? Est-ce que là, il y a moyen d'en être fier par rapport à cette histoire que nous avons eue? Et est-ce que l'image qu'on nous raconte, lorsqu'on regarde même au Champ de Mars, au pied de nos ancêtres, comment les statues ils sont maltraitées avec des ordures un peu partout, est-ce qu'on peut forger une identité commune où on peut nous voir à travers ces symboles-là? Donc, les symboles nationaux aussi, c'est des éléments qui font partie de notre identité nationale, de la façon dont on raconte le pays, de la façon dont on projette le pays. Par là, si ces symboles sont dans cet état, est-ce que l'on se sent fier pour aller pour se représenter, pour se voir à ce niveau-là, s'identifier à ces symboles? Donc, c'est là encore une autre question par rapport à cette crise narrative dont on parle. De ce fait, il est important pour nous de voir comment, à travers cette crise permanente que nous vivons tous les jours, à l'intérieur de cette crise, il y a des gens qui s'arrogent le droit de raconter. Donc, un peu plus loin, je vais en parler de cette partie où les gens qui racontent la crise, d'où ils parlent de la crise. La culture et les traditions du pays, donc en Haïti, nous avons une tradition en vaudouesque, notre art, notre sculpture, notre littérature, tout cela raconte un peu
raconte Haïti. Donc, à travers l'histoire, à travers la littérature, on connaît un peu l'histoire d'Haïti. Donc, ceux qui écrivent, ceux qui racontent Haïti, dans leurs chansons, dans leur histoire, dans leur langage, comment donc, ils parlent d'Haïti, dans leur musique, les contes, les traditions, et comment ils parlent de ce pays en question. Et j'ai pris l'exemple de l'affaire Bizoton. Je ne sais pas si vous vous en souvenez de cette affaire qu'on reconnaît aussi sous le nom de l'affaire Claire-Sim. Donc, cette fillette qui, selon l'histoire, avait fait l'objet de sacrifice lors de deux personnes ont utilisé une fillette qui est portée disparue pour faire un sacrifice. Après, ces personnes ont été appréhendées, condamnées à mort, puis exécutées. Donc, là, on est vers les années 1860, 1862, 63. Donc, je crois que c'est 1863 l'affaire Bizoton. Eh bien, à partir de là, donc d'un exemple, et l'histoire, donc les gens et les médias d'alors, les revues donc, qui racontaient donc, tout ça, ils ont fait de cet événement un cas particulier qui s'est produit. Ils ont fait de cet événement ils ont pu généraliser pour parler un peu de l'histoire du vaudou et de faire des activités liées au vaudou comme une activité de sacrifice et de sorcellerie où les gens, ils tuent les gens et ils font des sacrifices. Et pas trop loin de nous, je crois que c'est dans les années 2000, l'histoire de Jean-Bertrand Aristide avec une partisane sur Anne. Donc, on parlait de cette histoire où, pour faire des sacrifices, il était pilé petit bébé dans pilon. Donc, c'est ce genre d'histoire. Et lorsque l'on reçoit cette histoire, et ça fait écho, et ça dit quelque chose, et ça pose des questions par rapport, ça nous interroge sur notre identité, sur la crise identitaire que nous traversons chez nous, ici en Haïti, et sur notre culture, sur notre tradition qui devrait nous identifier. Et on va se voir qu'on a du mal à nous identifier à notre religion, à notre culture, à notre tradition. C'est aussi le cas, exemple, pour les campagnes qu'on a subies où, à un certain niveau, et au niveau de l'État, au niveau du gouvernement, on a eu les campagnes de rejeté, les campagnes de rejeté qui étaient en campagne anti-superstitieux contre ceux qui pratiquaient le vaudou, justement parce qu'on donnait à la culture vaudouesque ou à la religion du vaudou cette identité de méchants, de sorcellerie et de sacrifice. Donc, quand je veux parler de cette narration d'Haïti, je veux aussi parler de ces histoires que l'on raconte par rapport à une identité haïtienne qu'on a du mal à retrouver justement parce qu'on a raconté une histoire de telle ou telle manière et cette histoire a fait écho et que les gens, ils reçoivent cette histoire de cette manière-là, eh bien, ils profitent, ils propagent donc l'histoire à partir de ce point de vue-là. Un peu plus loin, pour être plus dans l'histoire contemporaine, et tout récemment, pendant cette crise, cette dernière crise que nous y sommes encore, on a eu l'histoire du cannibalisme, donc, où on parle d'Haïti comme un pays où on pratique le cannibalisme. Donc, vous voyez à l'écran donc cet article dans les 20 minutes où on parle du cannibalisme d'un côté, et de l'autre côté, il y a le fameux milliardaire Elon Musk qui a repris cette histoire du cannibalisme. Et
on en a parlé à travers la presse nationale et internationale, eh bien, Haïti, du coup, devient un endroit où on pratique le cannibalisme, où les gens mangent des gens. Donc, un cas isolé, ou qui ne s'est pas produit de telle manière, mais qui a été raconté de cette manière-là, eh bien, à partir de ces cas, donc, on a un pays où l'on pratique le cannibalisme. Et là, à droite, comme vous pouvez le voir, donc, Elon Musk demande à ce que les gens qui sont bénéficiaires du programme Biden et qui vont rentrer aux États-Unis d'Amérique, qu'on mène des enquêtes sur eux ou bien qu'on protège les frontières pour que ces gens ne vont pas ou ne viennent pas pratiquer le cannibalisme aux États-Unis d'Amérique pour mettre en danger les Américains. Donc, eh bien, c'est Haïti en général, peu importe d'où vous êtes en Haïti, peu importe votre statut, ou une fois que vous avez un passeport haïtien, eh bien, vous faites partie de ces gens-là, vous faites partie de ces pays-là où les gens ils mangent les gens. Donc, la position du narrateur, donc celui qui parle d'Haïti, celui qui raconte Haïti, à partir de sa position, donc, on va voir Haïti d'une manière ou d'une autre. J'ai pris encore d'autres exemples pour vous, toujours concernant cette histoire du cannibalisme, où vous allez voir comment donc, CNN a présenté donc, un entretien et une personne a commenté pour lui dire, bon voilà, et il faut que CNN aille en Haïti pour aller regarder, pour aller observer comment les gens s'ils le font. Après, à droite, NBC News a repris cette histoire de Elon Musk où il en a parlé pour lui dire, bon, Elon Musk, il clame cette histoire du cannibalisme, non, il est d'extrême droite. Et Elon Musk, qui est suivi par plusieurs millions de personnes sur Twitter, est très populaire, et qui, lui, il assume pour dire, bon, voilà, si en demandant qu'on mène des enquêtes, qu'on fait un screening sur les immigrants donc, qui sont des potentiels cannibales ou qui vont dévorer nos citoyens américains. Si ça fait de moi d'extrême droite, bon voilà, je l'assume et honte à NBC News. Donc, quand ça parle, et chaque Haïtien est en train de porter sur son dos ce fardeau de cette histoire qui est racontée par quelqu'un qui a été repris et qui se propage. Et retenez bien que les histoires négatives se propagent plus vite que les histoires positives sur un pays. Donc, un pays qui traverse cette crise, donc à l'intérieur de cette crise, donc en lieu et place de voir comment il y a une certaine résilience qui se dégage autour d'une population qui essaie à tout bout de champ de survivre, de continuer à assurer leur survie en dépit de tout, eh bien, cette partie-là, elle a été submergée. Eh bien, cette partie négative, elle apparaît. Donc, ce n'est pas sans conséquence et ce n'est pas aussi sans coût pour le pays. Encore là, nous voilà en face de RFI. Donc, regardez les images de RFI. Donc, RFI, en haut, ici, on a RFI qui parle de la chute du Premier ministre Ariel Henry. Et regardez l'image que le média met en avant pour parler de la chute d'Ariel Henry qui a remis sa démission. Deuxième image en bas, à gauche, lors de la mort de Jovenel Moïse, les funérailles de Jovenel Moïse devraient avoir lieu au Cap-Haïtien. Eh bien, RFI, dans un article pour présenter le Cap-Haïtien qui se prépare pour les funérailles de Jovenel Moïse, regardez l'image que RFI a mis pour parler du Cap-Haïtien. Donc, le Cap-Haïtien se prépare à accueillir
l'obsèque du président Jovenel Moïse. Donc, l'image en question n'a rien à voir avec les lieux où allaient avoir lieu les funérailles de Jovenel Moïse. Ce n'est pas un site historique, ce n'est pas un site touristique du Cap-Haïtien. Ça ne reflète pas du tout l'identité de la région. C'est une image qui présente d'une narration misérabiliste. Eh bien, c'est cette image-là que RFI a trouvé bon pour mettre, et il y avait des réactions de part et d'autre sur Internet, et RFI a dû changer l'image en question parce que les internautes haïtiens, sur Twitter surtout, ont fait une mobilisation. Encore, pour parler d'Haïti, vous voyez, RFI, quelle image elle a trouvé pour parler de nouveau Premier ministre en Haïti. Donc là, c'est l'ancien sénateur Kelly Sébastien qui a réagi pour dire, bon, voilà comment vous parlez, quelle image vous mettez en avant pour parler de votre pays, et voilà ce que vous mettez. Et pas plus tard que cette semaine, donc l'histoire de la Citibank, donc, qui allait quitter Haïti. Regardez l'image d'une pharmacie, donc d'étui, donc peut-être, je ne sais pas par quoi, mais pour parler de Citibank, donc RFI n'a pas pu trouver l'image, une image liée à la banque ou d'une pièce monnaie ou quelque chose qui est lié à la banque pour mettre en évidence. Et voilà ce que RFI a trouvé comme image pour parler de l'histoire de la Citibank qui va quitter Haïti. Est-ce que vraiment, donc quand RFI qui est suivi par des millions de personnes un peu partout à travers le monde, et ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils vont voir? Comment ils vont voir Haïti à partir de cela? Eh bien, parler de cette crise dans la crise, c'est parler justement de cette façon-là dont on présente Haïti à l'international, qu'on présente Haïti, comment on parle d'Haïti, à la fois par les étrangers, mais aussi par les Haïtiens. Donc, j'ai une expérience avec un groupe, on avait une rencontre où on parlait de certains étudiants haïtiens qui, à l'étranger, dans une perspective de retour, et puis il y avait une camarade qui a pris la parole pour dire, bon, voilà, elle en avait marre de cette façon misérabiliste dont on parle d'Haïti comme un endroit où il n'y a personne qui vit. Et elle a justifié ses propos pour dire que voilà, donc les gens qui cherchent à avoir des arguments négatifs sur Haïti, c'est pour consolider leur dossier pour aller faire une demande d'asile. Donc par là, ils arrivent à tout ce qui est négatif, qui parle d'Haïti de façon négative, eh bien, ça les arrange et ils s'accaparent pour constituer leur dossier. L'histoire de cette façon de parler d'Haïti, ce n'est pas une histoire assez simple, mais c'est compliqué et c'est aussi, ça va plus loin que l'on pourrait l'imaginer. Encore, 18 mai 2024, la semaine du 18 mai 2024, regardez, donc cette image, c'est l'image de jalousie. Donc, 18 mai, c'est l'anniversaire du drapeau haïtien et des fêtes de l'université. Eh bien, cette semaine, eh bien, cette photo de jalousie, donc, du bidonville de Pétionville a reçu donc, un prix quelconque, a été sélectionné comme photo de la semaine et parmi un certain nombre de photos par CNN, donc et qui raconte Haïti. Donc, pendant qu'on fêtait notre drapeau, où on arborait notre fierté, l'histoire du drapeau, tout ça, et bien cette semaine même. Donc voilà la photo qui a reçu le prix de la photo de la semaine chez CNN. Donc, comprenez comment donc, cette photo, qu'est-ce que cette photo va raconter, comment les gens qui vont voir une photo comme ça. Un peu plus loin,
Je crois que ça, c'est une vidéo que j'ai fait moi-même. Donc, la vidéo, c'est pour faire une démonstration sur, par exemple, qu'est-ce qu'il y a sur Haïti. Par exemple, un étranger. Donc, on a rencontré un étranger et on lui dit qu'on est haïtien. Et puis, la personne en question part directement après nous avoir rencontrés. Elle est rentrée chez elle. Elle va sur Internet et va regarder qu'est-ce qu'il y a. Elle tape Haïti sur Google et regarder ce qui va apparaître. Là, donc on va dans l'image. Voilà l'image qu'on reçoit de Haïti. Vous voyez, des tas d'immondices, des feux, des gens bon, qui protestent, donc des gens sinistres, tout ça. Voilà. Ce sont les premières images qui montent en tête quand on présente, la personne va et tape Haïti. Regardez maintenant si on tape République dominicaine. Juste à côté de nous, l'image, regardez ce qui apparaît. Je prends un autre exemple, je prends la Jamaïque. Regardez encore une fois ce qu'on donne sur la Jamaïque. Donc maintenant, pensez qu'une personne qui voit ces images, qu'est-ce qui va attirer cette personne à vouloir venir en Haïti, visiter ou investir en Haïti? Eh bien, en fait, la contribution donc, de chacun, soit d'une façon ou d'une autre, d'abord, il y a l'histoire des médias. Donc, les médias, ils jouent aussi leur rôle. Donc, avec l'avènement des médias en ligne, et aujourd'hui, donc, on alimente l'Internet au jour le jour. Donc, ces images que l'on voit de Haïti, c'est des images, donc c'est pas Google qui est venu chercher directement ces images en Haïti. C'est nous. Bon, donc, c'est les citoyens, c'est chacun, c'est des journalistes, c'est des rapports, c'est des ONG qui alimentent ces images. Donc, chacun alimente ces images en fonction de leur intérêt. Donc, peut-être les gens qui ont les médias en ligne, ils alimentent ces images sur Internet pour attirer l'attention. Ils vont gagner beaucoup plus de visibilité, ils vont avoir des vues et des likes, et ils vont gagner quelques sous. Et les ONG aussi, ça les arrange. Donc, pour les ONG, donc, quand on parle d'Haïti, on doit voir un endroit où il y a de la misère nécessairement parce que, excusez-moi, c'est à partir de cette misère qu'ils peuvent trouver des financements, faire de nouveaux projets et pour rester présents en Haïti toujours et toujours. Donc, s'il n'y a plus de misère en Haïti, qu'ils vont faire, c'est milliers de gens qui travaillent dans les ONG, qui sont des expatriés. Ils vont rentrer chez eux au chômage ou peut-être, on ne sait pas. Mais donc, du coup, là, donc, les activités des ONG, c'est l'une des activités qui emploie beaucoup de gens. Et ces gens-là, donc, cette narration négative, cette narration misérabiliste d'Haïti les arrange aussi. Donc, tout comme on a vu pour RFI, on ne sait pas ce qui se cache derrière, mais
Donc, ce n'est pas innocent que RFI fasse le choix de ces images pour présenter une situation qui n'a rien à voir avec ce qu'ils veulent parler, mais justement pour parler d'Haïti. Et quand ces images sont arrivées sur Internet, et lorsqu'on tape Haïti, ce sont ces images qui vont être indexées et ce sont ces images qui vont parler, que les gens ils vont voir en premier. Et donc, ça a forcément des impacts. Donc, sur le plan économique, politique, donc, carrément, donc ça va avoir des impacts. Comment un investisseur va accepter de venir investir en Haïti avec ces images qu'il reçoit d'Haïti? Et ces images parlent d'Haïti de façon générale. Donc, tandis que donc, la crise peut-être à un endroit bien précis, bien spécifique, à d'autres endroits, les gens s'ils continuent à vivre, ils ont besoin des activités pour fonctionner, mais donc ça parle d'Haïti et la personne qui va chercher sur Haïti, donc quand elle reçoit ses premières images, donc ça les décourage. Donc, l'économie, par exemple, de la région se tourne principalement autour des activités touristiques. Et comment les touristes vont accepter de venir en Haïti. Et quelque chose d'autre, bon, je n'avais pas pris des images, mais si vous allez regarder sur le site de l'ambassade des États-Unis, donc en Haïti, le site de l'ambassade du Canada en Haïti, le site de l'ambassade de France en Haïti, vous allez voir les avertissements qu'ils donnent à leurs citoyens pour ne pas venir en Haïti. Donc, quand ils donnent ces avertissements, les gens ils ne vont pas venir. Et quand ces gens ne vont pas venir, les aéroports ils sont des endroits presque morts, pas d'activité, pas de touristes. Toute l'économie qui se tourne autour du tourisme, c'est une économie qui est vouée à disparaître. Donc, tout ça, il y a certes une crise et il y a, dans certains pays, les gens, ils arrivent à gérer la crise, ils arrivent à gérer la narration, ils arrivent à décider qu'est-ce qui doit apparaître dans les journaux, qu'est-ce qui doit apparaître dans les nouvelles par rapport à des informations propres au pays-là. Donc, ce n'est pas, je ne suis pas dans une posture de combattre la liberté d'expression, non, pas du tout, mais c'est plutôt dans une approche où un pays reste un pays, il y a des informations nécessaires, des informations qui, pour ce pays-là, doivent rester des informations confidentielles, des informations nécessaires qui méritent d'être traitées avec de la rigueur et beaucoup de confidentialité que possible pour l'intérêt général, pour l'intérêt du pays. Donc, là, surtout si je veux rester surtout aux impacts économiques, on peut voir comment aujourd'hui on voit Haïti et si on voyage donc, pour venir en Haïti, donc quand on doit passer donc l'immigration, on doit apposer les tampons. Moi-même, donc la personne m'a demandé qu'est-ce que je vais faire là-bas. Est-ce que la situation s'est améliorée? Donc, fait que j'ai décidé de venir et alors, dire aux gens que tu vas en Haïti, ils te voient comme quelqu'un qui a pris un billet pour aller vers la mort. Tandis que, donc, à Port-au-Prince, il y a des risques. On n'ignore pas qu'il y a des risques, il y a beaucoup de risques, mais il y a environ 2,5 à 3 millions de personnes qui vivent à Port-au-Prince, qui se lèvent, qui vont au boulot, qui vont au travail, ils font des enfants, ils se marient, ils font l'amour, donc ils vivent aussi. Et le reste du pays,
Donc, vit aussi, hormis les départements de l'Artibonite, le reste du pays n'est pas à un risque aussi élevé que Port-au-Prince. Par contre, les gens, ils ne voient pas ça, ils ne le voient pas de cette manière-là. En Jamaïque, par exemple, à Jamaïque, il y a des endroits à risque, mais il gère, le gouvernement arrive à gérer, ça n'impacte pas les flux touristiques. Le nombre de meurtres en Jamaïque n'est pas moins que celui d'Haïti. Mais ils arrivent à gérer. Les touristes, ils viennent, ils ont une trajectoire pour les touristes. Donc le pays continue à fonctionner. Bon, si pour aller un peu plus loin, donc les récits alternatifs, donc par rapport à tout cela, donc par rapport à cette crise, il y a aussi la possibilité d'avoir des récits alternatifs. Tu interviens encore, si tu veux bien, 2-3 minutes, c'est parce que je pense qu'il peut y avoir des questions. Je te propose, voilà. Je termine dans 2 ou 3 minutes. D'accord. Donc, il y a la possibilité d'avoir un récit alternatif sur les pays. Certaines organisations de la société civile, certaines entités. Donc, je me souviens qu'il y avait un jeune qui se disait, il se porte volontaire à toute personne, toute organisation qui veut travailler pour redorer l'image d'Haïti sur l'Internet déjà. Donc, quand on va sur Internet, qu'est-ce qu'on veut voir? Donc, à ce niveau-là, il y a ceux que l'on appelle les influenceurs, donc ceux que l'on appelle sur Internet les influenceurs, nos artistes, ils ont leur rôle à jouer dans la façon dont ils peuvent créer un récit alternatif. Ils peuvent vendre une autre image d'Haïti que cette image misérabiliste, cette image de crise permanente, cette image meurtrière que l'on vend d'Haïti. Et je pense que c'est le travail de chacun d'entre nous, d'être des citoyens déjà responsables. Nous devrions être responsables de ce que nous mettons sur Internet, de ce que nous partageons à chaque clic. Donc, soyons des citoyens responsables de ce que nous partageons, car quand on les met sur Internet, on est en Haïti, on s'identifie en Haïti, eh bien, les bases de données de l'Internet les identifient comme Haïti, eh bien, quand on cherche Haïti, ce sont ces images qui vont apparaître et c'est ces images qui reflètent l'haïtien que vous êtes et que nous sommes. Donc, si nous ne voulons pas être fiers de ces images, soyons responsables, ne les partageons pas. Et donc, les intellectuels, les artistes, les influenceurs, ils ont ce rôle à jouer dans la façon dont ils racontent Haïti. Donc, la littérature, notre littérature, on peut avoir une littérature où l'on raconte des histoires de succès, des histoires de résilience, des histoires d'initiatives locales comme le gouverneur de la Rosée, où on raconte ces initiatives locales de solidarité, de conduite qui façonnent notre identité. On a aussi ces images avant. Nous ne sommes pas cette misère nous ne sommes pas que ça. Nous avons une image, donc soyons ce que nous partageons et faites en sorte que ce que nous partageons reflète notre image sur Internet. Nous sommes chacun responsable de cela. Donc, faisons en sorte que nous contribuions à améliorer cette image négative qu'il y a sur Haïti, donc d'une façon ou d'une autre. Et je crois que je vais m'arrêter là. Et on pourra continuer à partir des échanges entre nous. Merci beaucoup. Je te passe la main, Fred.
Merci, Audelin. Merci pour cet exposé qui donne un aspect important d'Haïti. C'est l'image de l'extérieur. L'image de l'extérieur, mais aussi l'image que l'on a dans un certain milieu extérieur. C'est-à-dire, quand tu prends l'exemple des ambassades, eh ben moi, quand je viens en Haïti, depuis toujours, l'ambassade me déconseille toujours de prendre l'avion, alors que je n'ai jamais été agressé. Enfin, je me suis toujours senti en sécurité quand je circule en Haïti, jamais eu de problème. Par contre, je sais que s'il m'arrivait quelque chose, il faudrait que je me prenne en charge moi-même, parce que comme je les envoie bouler, je les envoie balader, quand ils me disent de ne pas y aller, je leur dis de s'occuper de leurs oignons, de leurs affaires. Donc, je sais bien que s'il m'arrive quelque chose, même pas une agression, même une maladie, je sais que je dois prendre tout en charge moi-même, parce qu'il ne faut pas prendre soin de moi, hein, parce que je les ai déjà envoyés balader. De l'image qu'ils circulent, parce que je viens en Haïti, ça fait plus de 30 ans. Et donc, j'ai toujours fait savoir à l'ambassade de France que l'image que l'on fait circuler n'est pas correcte, n'est pas celle-là. Et c'est bien que tu aies abordé l'aspect et les conséquences économiques. Bien sûr, tu pourrais développer plus, je sais, même le temps qui nous est imparti est limité. Je sais que, mais tu as eu raison de mettre le doigt sur l'économie, parce que le jour où Haïti veut développer sa dimension économique, par exemple, eh bien, ça sera très difficile. Hein, la dimension touristique, hein, alors que Haïti, c'est le premier pays touristique dans la Caraïbe. Hein, c'est le pays où le tourisme a commencé dans la Caraïbe. C'est le premier. Aujourd'hui, c'est presque le dernier. Donc, à cause de ces images-là, hein, donc, on te remercie pour ton exposé, très intéressant, très porteur, hein, et je pense que l'auditoire ne va pas manquer de poser des questions, hein, très importantes, parce que ne serait-ce que sur la notion, on a l'impression qu'il y a un complot, hein, avec des médias et avec des pays bien précis. Il y a un complot pour détruire ce pays. Je ne comprends pas, mais enfin, certains pourront nous expliquer tout ça. Je passe la parole à ceux qui veulent intervenir. Vous n'allez pas me dire que vous ne voulez pas intervenir. Qu'est-ce qui veut intervenir? Quelqu'un peut se lancer? Quelqu'un veut lever la main? Quelqu'un veut lever la main pour poser une question? Vous n'avez aucune question à poser, c'est pas normal. Quelqu'un veut bien se lancer? Surtout que Audelin a bien insisté en montrant l'image que ces mêmes personnes font circuler sur la République dominicaine, hein, qui sont totalement différentes de celles qui circulent sur Haïti. Donc, j'attends que quelqu'un dans l'auditoire nous lève la main. Alors, Paulinis, tu t'es lancé, c'est très bien. Hein? Paulinis, tu as la parole.
Oui, hello, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, Bolidis. Donc, Tu as la parole. Ouais. Et je tiens d'abord à féliciter les coordonnateurs et l'IUS, tout ça, pour ce genre d'initiative. Et en particulier, je voudrais remercier notre homme du jour, un bon haïtien qui a su prouver les valeurs haïtiennes et qui a eu cet appel pour attiser notre patriotisme et puis pour nous aider à comprendre combien il est important que chacun de nous puisse être utile à redorer le blason de notre pays. Je tiens aussi à souligner la position de notre pays est la résultante d'autres pays. Aujourd'hui encore, quand nous tenons compte de ce qui se passe avec les gangs, tout ça, c'est une partie. Il y a aussi la politique et il y a l'éducation qui est un aspect et comment je pourrais dire, qui est capital, qui est déterminant. Cet aspect-là, il faudra en tenir compte, revoir l'éducation, car tout ce que nous avons, ce que nous affrontons aujourd'hui, moi personnellement, et je crois que l'éducation que nous avions reçue en est la pièce maîtresse. Si dès le départ, l'Haïtien n'est pas conscient des valeurs de son pays, l'Haïtien ne porte pas son pays dans son cœur. Et un exemple qui me vient à l'esprit, c'est lorsqu'on écoute la dessalinienne, on n'est pas fier, on n'a pas des poils qui s'érissent sur la peau. Et vous voyez, on n'a pas ce genre de sensation chez des générations de 30, de 25 ans, vous voyez. Et quand vous avez ce genre de situation, c'est vraiment catastrophique. Et nous, les grands, nous n'avons pas jugé nécessaire de toucher la plaie du doigt. Et maintenant, c'est comme si nous étions gangrénés, le cancer a pris tout le corps, même s'il y a quand même une solution à tout ça. Comme je disais tantôt, c'est la reprise de, comment on dit ça, comment prouver notre amour, pas simplement dans le cœur, mais à travers des actes, tout ça. Et comme je vous dis, il y a l'éducation du pays, l'éducation de nos jeunes et la politique, et qu'il faut voir aussi les gens qui sont au pouvoir, comment sont-ils arrivés. Et c'est un pays pendant ces 40 dernières années où l'éducation n'a pas sa place, où vous entendez carrément qu'on vous dit mais c'est trop avec l'esprit, bon, prendre sorte. C'est un pays où les axes, les valeurs, la presse, tous ceux et celles qui pourraient aider à relancer ce pays sont de l'autre bord, si on peut dire, à travers leur agissement, leur comportement. Donc, c'est bien d'avoir attiré notre attention et nous pensons qu'il est primordial qu'à chaque fois dans chacune de nos actions, nous devons penser à doubler d'efforts et à rejoindre ceux qui, comme vous, veulent redresser la barre et aider ce pays à avoir notre image et notre presse. Donc, c'est formidable. Ça m'a fait du bien et de savoir que là encore, nous ne sommes pas seuls. Les Haïtiens qui sont en France, qui sont aux États-Unis, partout à travers le monde, nous pensons qu'il est primordial de rejoindre notre mère patrie et de faire de notre mieux à ce que nous soyons et nous regagnions la place
qu'on devrait avoir à travers le monde. Merci beaucoup. Je pense avoir dit. Merci, Audlin. Avant de répondre, je passerai la parole à Walner Olivier. Hein, et comme ça, tu répondras aux deux en même temps, Audlin. D'accord? Walner Olivier, tu as la parole. Walner Olivier. Walner, ton micro est fermé. Walner Olivier. Je crois qu'il a un souci de connexion et il a quitté. Bon, il y avait une autre personne qui avait demandé la parole. Je ne sais pas si... Non, c'était Paulinis. Je ne vois pas qui c'est. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut la parole entre-temps? S'il y a quelqu'un d'autre qui veut la parole, qui a levé la main? Wilfried Lauture. Oui, Wilfried Lauture. Wilfried, vas-y. Oui, merci. Merci, docteur. Et alors, j'ai félicité le Stade de l'US pour ces genres d'activités. Et je félicite également l'intervenant. Alors, ma question est, puisque ces images-là continuent encore sur l'Internet et les ambassades, et encore parlent de façon pas en avantage de notre pays, Haïti. Maintenant, ma question, quelle est la responsabilité de l'État haïtien? D'accord. Je peux... Attends, Audlin, on prend encore une autre question. Augustin. D'accord. Augustin, vas-y, Augustin, tu as la parole. Augustin, tu as la parole. Augustin. Merci. Bonsoir à tous. Je suis on ne peut plus enchanté d'être avec vous. Je tiens à féliciter toute l'équipe qui a coordonné cette belle rencontre. Et je remercie spécialement l'intervenant qui a su bien nous montrer comment ce qu'est l'image de notre pays à travers un narratif bien coordonné pour donner une image mauvaise, pour nous vendre de façon négative. Donc, ma question est la suivante. Quelles seraient les stratégies ou bien les perspectives qu'on pourrait mettre en place pour démanteler cette forme de narratif sur les réseaux sociaux? Et comme l'ami qui vient de poser la question avant moi a parlé de la responsabilité de l'État, mais moi je vais demander spécialement quelle serait aussi notre responsabilité en tant que citoyen haïtien, citoyenne haïtienne dans cette démarche. Merci beaucoup. Voilà, très bien, Augustin. Donc, on prend ces premières réponses, hein, et ces premières questions, pardon, et au-delà, on va demander à l'intervenant de répondre, et puis entre-temps, on prendra d'autres questions après la première vague de réponses de l'intervenant. Oui, en fait, merci beaucoup, Fred. Si je commence par la première intervention, bon, c'était plutôt une intervention qui visait à contribuer peut-être à cette présentation par une question, mais justement, il a raison parce que si c'est l'État, dans cette perspective, c'est l'État qui a la responsabilité de forger les citoyens qu'il veut pour son pays.
et il a pour ça des appareils idéologiques, donc dans cette pensée de lui, tu sais, les appareils idéologiques de l'État. Donc l'école, c'est l'un des appareils idéologiques que l'État peut utiliser pour forger les citoyens. Donc les programmes éducatifs, les programmes scolaires dans un pays, ça ne doit pas être quelque chose qui vient de nulle part où chaque école peut avoir son propre programme. Donc, l'État doit mettre l'accent sur ça, sur ce qu'il veut comme citoyen, qu'est-ce qu'il veut comme ressource, qu'est-ce qu'il veut que les citoyens deviennent. Et donc, c'est là il a la possibilité de les faire. Et à travers les autres appareils idéologiques ou les appareils hégémoniques dans la pensée gramscienne, on pourrait voir le rôle des médias, par exemple, le rôle que jouent les médias dans le façonnement, donc dans la construction des citoyens, dans la fabrication de la pensée, dans la fabrication du consentement, dans la fabrication de l'opinion ou encore des perspectives de chaque citoyen. Donc, je crois que l'État dispose les prérogatives et les moyens, mais il ne les utilise pas. Pour la deuxième question concernant le rôle de l'État, eh bien, il y a ces disciplines qui s'appellent la diplomatie culturelle ou principalement diplomatie publique. Donc, dans la diplomatie publique, il y a ce rôle où l'État a cette responsabilité d'aller auprès des autres pays, non pas pour toucher directement les responsables au niveau des États, mais aller toucher les cœurs des personnes, attirer les autres personnes à venir, à connaître leur pays, à s'intéresser à leur pays, à venir chez eux, sans s'intéresser directement aux États. Donc, il y a donc la diplomatie culturelle qui découle directement de la diplomatie publique, où ces États, ils essaient de se vendre, de créer une image sur la scène internationale. Les pays comme les États-Unis, comme la France, ils investissent beaucoup de cette diplomatie culturelle, de cette diplomatie publique qui entre dans une perspective théorique qu'on appelle le soft power, où ils essaient de trouver cette puissance souple pour conquérir ce qu'ils cherchent au sein des autres pays sans passer par les contraintes, sans passer par la coercition, par l'armée ou d'autres formes de coercition, mais ils cherchent à conquérir les cœurs des personnes. L'État américain investit beaucoup dans Hollywood pour les films qui se produisent, comment ils vendent les États-Unis au niveau des films. Donc, et si on regarde les films américains, donc, il y a toujours quelque chose qui doit se passer et qui va vous faire savoir que l'Amérique, c'est là où tu dois être. C'est ça la destination finale. Dans Un prince à New York, le prince, il marche un peu partout, mais c'est à New York qu'il va trouver sa femme. Donc, il faut sauver les soldats Ryan. Donc, peu importe là où tu es, dès que tu es américain, si tu es un soldat américain, tu n'es pas seul, on va faire tout pour te sauver. Donc, les missions impossibles, donc il y a toujours quelque chose, il y a une dernière technologie, il y a toujours un moyen. Ça se vend, hein. Le rêve américain qui se vend à travers les films, à travers le cinéma. Donc, les American Way of Life, the American Way of Life. Tout ça, c'est un construit, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas innocent. Et la France qui investit dans les instituts français et dans les alliances françaises à travers le monde où ils mettent de l'argent pour ça, ce n'est pas gratuit. Hein? C'est vraiment de l'investissement et ça fait des rentrées. Donc, quand les États-Unis vendent son pays comme ça, donc vous voyez combien de personnes qui cherchent à tout prix à rentrer aux États-Unis, donc qui demandent un visa tous les jours, ils ne vont pas l'obtenir, peut-être tout le monde ne va pas l'obtenir, bon, certains vont l'obtenir, d'autres non. Donc pour prendre un rendez-vous, ça coûte un peu près de $200 et donc tout ça, c'est de l'argent qui rentre. Et les gens qui veulent partir, aller aux États-Unis, ils vont dépenser de l'argent là-bas.
Donc, ceux qui veulent étudier, donc les grandes universités, les universités de référence, ils sont en France, ils sont aux États-Unis, ils sont au Canada. Donc, c'est des millions et des milliards de dollars qu'ils rentrent à travers cette option-là, donc qui sans pour autant aller comme ils le faisaient autrefois dans les pays. Donc, par ces moyens simples, par ces moyens souples, ils vendent leur pays auprès des gens, ils attirent les étudiants étrangers et en plus, ils gagnent les meilleurs étudiants et ces étudiants-là, ils vont rester pour la plupart chez eux parce qu'ils vont les offrir des moyens de rester chez eux. Donc, c'est des ressources humaines pour leur pays. Donc, l'État haïtien doit faire pareil aussi. L'État haïtien doit s'investir dans la diplomatie culturelle. Donc, le bouquin en question qui va sortir bientôt, c'est vraiment cet appel que j'ai fait à chaque Haïtien et à l'autorité pour essayer de prendre notre responsabilité pour mieux raconter Haïti, pour mieux vendre Haïti. Donc, l'IUS qui est là aujourd'hui, pourquoi l'IUS, avec un système aussi moderne, ne peut pas recevoir aussi des étudiants qui viennent de partout pour étudier dans les universités haïtiennes comme les autres universités haïtiennes? Eh bien, justement, pour que cela arrive, il faut que lorsqu'ils voient Haïti, il y a quelque chose qui les attire en Haïti, qui vont leur faire venir. Donc, c'est tout ça. Donc, le rôle de l'État, c'est bien d'investir dans ces branding, si je peux l'appeler comme ça, dans la construction d'une image positive de Haïti, d'une image qui peut attirer. Donc, et si je peux aller directement vers la troisième question, c'est la responsabilité de nous comme citoyens. Donc, la première responsabilité, c'est que donc, sur Internet déjà, donc, on peut dénoncer avec, il y a une option qui s'appelle Report. On peut reporter donc, toute publication qu'on estime qui touche, tout comme on peut reporter une image qui touche à la pudeur, on peut reporter une image, si c'est une image cruelle ou violente, on peut aussi reporter. Donc, je crois que certains Haïtiens, donc sur Internet, principalement sur Twitter, ils commencent à faire ça. Donc, ils commencent à sanctionner donc, certains médias ou influenceurs comme ça. Donc, on peut dénoncer, on reporte cette publication. Donc, cette image que vous voyez là, RFI a été contrainte de changer l'image en question. Et aussi pour cette image aussi que vous voyez, la dernière image qui parlait de la Citibank, elle a été contrainte de changer l'image justement parce que les internautes ont réagi, ont dénoncé ce qui s'est passé. Donc, du coup, nous, comme citoyens, déjà, nous avons cette responsabilité quand c'est les autres qui le font, mais aussi nous avons cette responsabilité de par nous-mêmes de savoir qu'est-ce que nous publions sur Internet, car une fois que nous le publions, et ça va rester sur Internet, ça a été publié en Haïti, des adresses IP qui sont en Haïti, et ça a un lien quelconque avec Haïti. Lorsqu'on cherche Haïti sur Internet, on va forcément voir ces images et ne partagez pas ces images si vous ne voulez pas vous-même voir cette image ou si vous ressentez que cette image ne reflète pas ce que vous voulez voir de votre pays. Donc, il y va pour vous qui sont en Haïti, pour vous qui êtes en Haïti, et aussi pour vous qui êtes à l'étranger, qui aussi ont besoin de parler aux amis étrangers de votre pays. Donc, construisons ensemble cette image d'Haïti que nous pouvons référer aux autres. Oui, oui, Audley, continue, tu as terminé? Tu as répondu? Oui, je crois que j'ai terminé. Walner est de retour. Oui, je vais prendre Walner, mais avant, je voulais dire que c'est clair que tu as pris des exemples très importants de soft power et de l'investissement que les pays font pour soigner leur image. Mais avant de soigner l'image, parce qu'à quoi ça sert de dépenser des millions pour soigner ton image quand à l'extérieur, on te détruit ton image. Donc, avant de mettre de l'argent pour soigner l'image, je pense que le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Culture, le ministère de la Communication,
Pardon? Le ministère du Tourisme également. Oui, mais surtout le ministère des Affaires étrangères devrait exiger de la part des soi-disant amis d'Haïti d'arrêter ce processus de dénigrement du pays. Et quand c'est arrêté, tu peux commencer à investir. Parce que si tu investis pendant que d'autres détruisent, c'est comme si tu versais de l'eau dans un panier. Hein? C'est comme si tu verses de l'eau dans un panier. Donc il faut arrêter. Il faut que le ministère des Affaires étrangères fasse arrêter au plus haut niveau l'image détestable qu'ils font circuler sur Haïti. Voilà un peu ce que je voulais dire, même si tu as totalement raison sur l'effort que doit faire le gouvernement haïtien sur le soft power, la culture, l'art. Et Dieu sait, Haïti a des cartouches. Hein? Haïti a des cartouches pour faire tout ça, hein? A des éléments. On a beaucoup de choses à vendre, on a beaucoup de choses à... Il y a beaucoup de choses à vendre, exactement. Alors, je passerai la parole à Walner Olivier d'abord. Walner, vas-y. Chaque fois qu'on veut donner la parole à Walner, il y a un problème technique. Walner, tu as la parole. Walner, tu as la parole. Walner. Bon, quelqu'un d'autre, en attendant que Walner se connecte. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question à poser, une remarque à faire? Je crois qu'il y a une question dans le chat d'Ansonville. Eh bien, attends, je regarde dans le chat. Oui, mais bon, la question dans le chat, on va la lire pour tout le monde, on verra. Je salue et remercie le professeur Jean Audelin sur d'avoir des lois qui accentuent, etc. D'accord. Souvent, j'arrive mal à lire, moyennant qu'il existe une cour de justice internationale s'occupant de ces genres de préjudices portés à la régulation du pays. Qu'en pensez-vous? Bon, ben, moi j'ai ma réponse, comme c'est à l'intervenant qu'il faut répondre, il va répondre. Je ne peux pas interagir avec vous de manière instantanée. Un problème de micro. La question de David. Maintenant, on va passer la... Walner, tu as la parole. Oui, et maintenant, vous m'entendez? Oui, ça va. On t'entend. C'est bon. D'accord, j'ai un petit souci avec mon micro. J'ai essayé de déconnecter pour le faire sur mon portable. Merci de m'avoir accordé la parole. Je vous salue de cette série de conférences portant sur des problématiques du contexte haïtien, vraiment important. Je salue M. Kasséis de cette conférence avec une vue diachronique sur une crise narrative du pays. Bon, je vois que c'est un travail d'analyse des discours, soit un discours d'image-texte ou des discours oraux. J'aimerais poser une première question. Je sais que Kasséis, c'est en politique, en sociologie. C'est comme si je ne vois pas vraiment une sorte d'opérationnalisation de la notion des crises ou du concept des crises dans une perspective sociologique ou politique pour me permettre vraiment de saisir et comment ces discours médiatiques ou des discours du quotidien haïtien sont
en quelque sorte des éléments qui sont des facteurs de crise. Et après, d'après vous, qu'est-ce qui serait à la base de cette sémiotisation narrative négative de crise même en Haïti? Cette sémiotisation narrative. Moi, j'ai essayé de faire un travail, par exemple, sur des héroïnes en Haïti comme Marie-Jeanne. En Haïti, quand on dit « cette fille est une Marie-Jeanne », c'est mal vu. Pourtant, Marie-Jeanne, c'est une héroïne. Quand on dit un tel ou une telle lance des toyas, c'est une sorte d'injure. D'après vous, qu'est-ce qui serait à la base de cette sémiotisation narrative vraiment sur les faits haïtiens ou le héros en quelque sorte? Merci. Ton micro est fermé, Fred. Oui, Audlin, merci. Oui, Audlin, j'ai vu que Sarah Messan. Non, c'est pas ça. Non. Qui est-ce qui a une autre question à poser? Bon, pour l'instant, Audlin, réponds déjà aux questions-là, et puis il y a Sénatus, on prend cette question. Sénatus Jean-Marc. Vas-y, Sénatus, prends la parole. Vas-y, Sénatus. Ton micro est fermé, vas-y. Alors, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui. Bonsoir, on t'entend, tu peux y aller, on t'entend très bien. Ok, d'abord, qu'il me soit permis de féliciter l'IUS pour cette louable initiative et en ce qui a trait surtout aux diverses conférences qu'ils ont prononcées au profit de la communauté estudiantine surtout. Donc, je tiens également à féliciter le professeur Jean Audlin, c'est ça, Jean Audlin, pour cette intervention. Alors, j'étais un petit peu en retard concernant le sujet. Vas-y, Sénatus. Tu as un problème de micro? Sénatus, on t'entend mal. Pourtant, on a entendu un petit bruit, c'est-à-dire tu as peut-être un problème de micro. Vas-y. Ben, encore une fois, ça a déconnecté. Bon, quand il va se reconnecter, on va lui demander de poser sa question. Maintenant, Audlin, si tu peux répondre déjà, vas-y. D'accord, Fred, merci beaucoup. Merci à Dorsainville, ouais, je me souviens, Dorsainville était vraiment un brillant étudiant dans mon cours d'intro à la science politique. Oui, en fait, la première question concernant comment réellement procéder à des réformes pour la recherche des valeurs originales concernant l'identité haïtienne. Je pense que on l'avait effleuré un peu en disant comment on peut avoir une narration alternative, mais ça passe surtout par une politique publique. Je crois que puisque nous sommes en face d'une crise et en réponse à la crise, c'est la politique publique d'abord qui doit prendre des décisions et mettre à l'agenda et aussi suivre un processus afin d'arriver à apporter des réponses adéquates. Mais déjà, il faudrait bien que les acteurs publics se saisissent de la question et comprendre l'urgence de cette question de narrative qui fait que
lorsqu'on va négocier, lorsqu'on va faire lorsqu'on va à l'international pour rechercher soit un prêt pour faire des négociations et que l'on ne regarde pas par de haut. Je me souviens, en 2020 ou 2021, il y avait une mission américaine qui était passée en Haïti puis en République dominicaine. En Haïti, on avait reçu peut-être un financement ou un prêt de 29 millions de dollars, tandis qu'ils sont passés en République dominicaine, ils ont promis plusieurs milliards. Donc, vous voyez la différence entre millions et milliards. Donc, gens au campé, gens au percevoir, c'est comme ça et c'est cette façon-là que l'on va vous accepter et l'on va vous traiter. Donc, la perception, ça joue, ça compte beaucoup. Et donc, dans la narration d'un pays, donc, les symboles, les représentations, notre histoire, notre façon de voir, les images que l'on reçoit et les images qu'on construit. Donc, tout ça constitue notre identité. Donc, moi, je pense que c'est l'affaire de chaque Haïtien, mais ça doit aussi passer par les politiques publiques. Après, pour la seconde question, c'est plutôt une question qui va vers le droit international public. Moi, en tant que juriste, je suis en train de réfléchir sur l'éventualité d'avoir des lois qui s'accentuent sur la réparation des dommages. Donc, voilà. Donc là, je pense qu'il faut voir, voilà. Donc, bon, c'est droit international privé. Moi, je pense que ça, c'est plutôt droit international privé. Par exemple, comment on pourrait avoir peut-être des réparations ou accuser ou encore un procès avec un média étranger qui a commis du tort à Haïti à travers ce type d'image. Donc, je pense que c'est peut-être un bon sujet de mémoire d'Orsanville pour réfléchir un peu sur cette façon-là, qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce qui pourrait se faire. Et donc, c'est une perspective à explorer. Donc, je pense que tu peux continuer à fouiller. Peut-être que tu trouveras de meilleures orientations. Et le staff de l'IUS, donc je crois que tu vas trouver les encadrements nécessaires pour approfondir dans ce travail. Après, merci à Walner Olivier. Je crois que Walner Olivier, il est en Égypte. Et donc là, il doit être à 3 ou 4 heures du matin. Donc, merci pour ce sacrifice, pour participer à cette conférence. Donc, je me souviens aussi, quand j'étais là-bas, il y avait aussi rester attaché au pays pendant qu'on est à 6 heures de fuseau horaire, c'est pas facile. Merci beaucoup, Anne. En fait, ta question, surtout par rapport à l'opérationnalisation du concept de la crise. Donc, je n'avais pas pris la crise de façon générique, mais j'ai pris la crise narrative. Donc, justement, je m'accentue sur la crise narrative, sur cette façon dont on raconte le pays et qu'est-ce que ça, en quoi cela est une crise et comment, qu'est-ce que cela a comme conséquence. Et aussi, on est en train de réfléchir ensemble sur les perspectives. Après, pour cette narration dont tu parles par rapport à nos héroïnes et la façon dont on les raconte, et bon, moi, c'est un sujet qui me préoccupe aussi, qui fait partie de mes lignes de réflexion. Comment se fait-il qu'on diabolise nos héros? Comment se fait-il qu'on arrive à diaboliser Dessalines, on arrive à diaboliser Gantoya? Donc, comment on arrive à diaboliser Marie-Jeanne, comme tu l'as si bien dit? Mais Marie-Jeanne, je ne crois pas qu'elle est diabolisée, mais c'est plutôt Marie-Jeanne, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire et qui est prête à se battre pour avoir et pour faire respecter ses droits, tout ça. Mais dans l'ensemble, je crois que ce n'est pas innocent comme travail et il faut qu'on questionne ceux qui nous ont éduqués et il faut qu'on questionne les frères de l'instruction chrétienne qui, dans un premier temps, donc,
a eu donc l'opportunité d'être responsable de l'enseignement fondamental en Haïti. Donc, comment ils nous ont raconté, qu'est-ce qu'ils nous ont projeté comme image de nous-mêmes, de nos héros. Donc, on sait que ce n'est pas innocent et on doit continuer à réfléchir sur ces concepts, sur cet aspect-là. Justement, c'est vraiment un sujet à approfondir. Comment se fait-il qu'on traite nos héros de cette manière-là? Je crois que... Ouais, est-ce qu'on a pu écouter la troisième question? Je crois que j'ai perdu un peu. Donc, est-ce que, Fred, tu as une idée de la troisième question? La troisième question, c'était Wilfried. C'était qui Wilfried est revenu là. Wilfried, tu as une question à poser? C'est pas Wilfried, c'est... Moi, ce que je disais... Avec des soucis, la question n'a pas été posée complètement. Moi, ce que je disais, c'est qu'il ne fallait pas que l'on investisse dans le soft power sans qu'on ait mis un coup d'arrêt dans les pays, parce qu'il y a des pays qui ne parlent pas comme ça d'Haïti. Au contraire, il y a des pays où on parle autrement d'Haïti. Et ce sont les mêmes qui parlent, qui font du tort, qui ont toujours fait du tort et qui donnent ce genre d'image d'Haïti. Donc, c'est pourquoi on dit, avant d'investir des millions, comme tu l'as dit, ça coûte très cher le soft power. Avant de dépenser des millions dans le soft power, je pense qu'il faut que les politiques, le ministère des Affaires étrangères, prennent son bâton de pèlerin et exigent un certain respect du pays, mais aussi qu'ils collaborent dans l'amélioration du développement d'Haïti, ne serait-ce qu'en arrêtant de faire circuler des propos, des images repoussantes. Voilà un peu ce que je te disais par rapport au soft power dont tu parlais. Tout à fait, Fred. Ouais. Donc, vraiment, parce que ces médias-là, donc ces pays-là, par exemple, lorsqu'on prend RFI, c'est un média d'État. Donc, il y a quelque chose, des dérives qui passent à RFI. Le lendemain, l'ambassadeur français devrait être convoqué pour donner des explications sur comment ça se passe, pourquoi ça se passe ainsi. Et donc, ça ne doit pas rester comme ça. Et c'est un pays, c'est des pays, des vis-à-vis. Il faut vraiment que l'État prenne conscience que c'est un sujet très sensible, c'est un sujet très important, et pour que les ministères des Affaires étrangères et au plus haut niveau de la diplomatie haïtienne, qu'ils réfléchissent et qu'ils prennent ça au sérieux et en conséquence, car il y va de l'avenir du pays, de l'économie du pays et de la réputation du pays à l'international. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? Il y a quelqu'un qui veut poser. Walner, pose ta question. Oui, merci. J'aimerais demander à Jean-Audelin, est-ce qu'il y a de provisions légales en Haïti, parce que vous avez des expériences quand même dans la fonction publique, et des provisions légales concernant la gouvernance numérique? Par exemple, lorsqu'on publie des images qui, en quelque sorte, envoient une image négative du pays, parfois, par exemple, sur Facebook, il y a des pays où on en interdit aux gens de publier ces genres d'images. Si ça arrive sur Facebook, immédiatement, c'est supprimé. Est-ce qu'il y a des textes ou des provisions qui ont rapport aux gouvernances ou à la gouvernance numérique? Et après, pour la question de la politique publique même en Haïti, en matière de culture, je ne sais pas si on a ça, mais je pense qu'il faudrait essayer de voir la politique publique Haïti dans un rapport
intergouvernementale dans la Caraïbe. Parfois, lorsqu'on regarde les sociétés créoles, ce n'est pas Haïti uniquement, mais les sociétés créoles sont mal vues à l'extérieur. C'est ça, c'est quelle possibilité d'avoir une sorte de politique publique, mais qui débouche sur des relations intergouvernementales dans la Caraïbe. Comme glissant, on pourrait le dire, il faut vraiment penser une politique archipélique. Peut-être avec la CARICOM, peut-être avec la CARICOM. Mais à ce niveau-là, il y a des travaux qui se font. La créolité déjà, et je crois qu'il y a une revue, je connais, c'est en ami, qui dirige une revue donc, de créolité où les créoles, les sociétés créoles, Martinique, Haïti, La Réunion et les autres sociétés créoles, ils essaient de faire valoir leur créolité, donc tout ça, et de changer un peu la narration sur cette créolité et de voir plutôt la créolité comme une différence et non comme un phénomène culturel ou social qui est en dessous par rapport à un autre phénomène. Donc tout ça, c'est en train de se faire et c'est aussi une perspective à voir à travers la CARICOM. Et il y a peut-être d'autres projets aussi. Je suis au courant d'un projet de l'OIF sur ce qu'on appelle un projet Élan, je crois, si c'est quelque chose comme ça, et où on essaie de voir comment on peut commencer à mener l'enseignement dans les langues d'origine, dans les langues vernaculaires donc des élèves, parce qu'on estime que l'apprentissage dans la langue maternelle elle est plus bénéfique pour les étudiants. Après, en matière de politique publique, en matière de provision légale, je me souviens d'un projet ou une proposition de loi sur la signature électronique. Peut-être que dans ce projet, il y avait aussi d'autres éléments en matière de gouvernance numérique, mais à ma connaissance, je ne suis pas sûr qu'une loi quelconque a été votée ou promulguée au niveau du Parlement et du moniteur de la République. Donc, je dois chercher encore plus. Je ne sais pas si quelqu'un a des informations plus précises par rapport à cela. Donc, ces informations sont bienvenues. Mais à ma connaissance, c'était quelque chose sur la signature électronique comme un premier élément en matière de gouvernance numérique. Après, je pense que si quelqu'un a subi quelque chose, une injustice quelconque, même si c'est lié au numérique, donc la personne pourra porter plainte et les institutions judiciaires pourront faire ce qu'elles doivent. Mais je ne sais pas si c'est aussi valable pour un pays, ce qui ne touche pas une personne directement, mais qui touche une collectivité. Donc, ça, je ne sais pas. OK. Eh bien, voilà, il nous reste que 3 minutes. Je vais en profiter s'il n'y a pas une question courte, brève et tout. Donc, je propose à Jean Audelin de dire un mot pour clôturer sa séance. Et moi, je vais mettre un terme à la réunion en remerciant Audelin de son effort de nous avoir fait ça, hein, de nous avoir fait cette conférence fort importante. Alors, cette intervention est enregistrée et sera déposée sur la plateforme de l'IUS et vous pourrez la réécouter autant de fois que vous voudrez sur la plateforme de l'IUS. Donc, Audelin, si tu veux bien prendre la parole pour clôturer ta séance, et après je vais fermer, débrancher.
D'accord, Fred. Bien, je dois remercier le staff de l'IES et particulièrement la coordination du Salon des entrepreneurs pour cette opportunité. Donc, j'estime qu'il est important pour les opportunités d'entreprendre et aussi pour chaque Haïtien. C'est important de se sentir vivre dans un pays et de se sentir ressortissant d'un pays où on peut parler de ce pays-là, on peut inviter les autres personnes à venir visiter ce pays-là, à venir découvrir. On a beaucoup à vendre, on a beaucoup à offrir aux autres. Donc, soyez chacun un ambassadeur sur Internet et dans nos comportements de chaque jour, un représentant d'Haïti en contribuant à reconstituer l'image positive de cet Haïti dont nous voulons, de cet Haïti que nous voulons offrir, que nous voulons voir, que nous voulons vendre. Donc, que ce soit dans la perception, mais aussi dans la réalité. Donc, je vous remercie et c'est une occasion pour moi de vous annoncer la sortie bientôt de l'ouvrage Diplomatie culturelle d'Haïti, stratégie et rayonnement international, où j'analyse en profondeur cette notion de diplomatie culturelle et de la façon dont on raconte le pays et comment on pourrait mieux vendre le pays sur la scène internationale, tant aussi sur la scène nationale. Merci beaucoup encore une fois, Fred. Merci à toutes les personnes qui ont pris part à cette présentation. Je vous souhaite bon succès pour la suite. Merci, Audley. C'est nous qui te remercions d'avoir accepté de faire cette intervention. Et j'espère que nous ferons sur la diplomatie culturelle et tout. J'espère qu'en août ou en septembre, tu pourras nous faire une petite intervention d'1 heure à la sortie de ton ouvrage. D'accord? D'accord, pas de souci. Hein? Pas de souci. Ok. Allez, une bonne soirée à tous. J'arrête l'enregistrement.